Ce qui m'intéresse lorsque j'achète une montre, une marque de montre, c'est de connaître aussi sa mission, la mission de cette marque. Qu'est-ce qu'elle essaye d'accomplir? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Est-ce qu'elle se donne du mal pour y arriver? Est-ce qu'elle y arrive? Qu'est-ce que cette marque essaie de faire pour moi et pour ma communauté? Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques jours, plusieurs événements se sont succédés pour Omega. Premièrement, la sortie du rapport Morgan Stanley sur l'exportation des montres suisses. Et qu'est-ce qu'on y remarque? Eh bien, c'est que Omega passe de la deuxième place à la troisième place. On parle ici en valeur retail et c'est Cartier qui prend la deuxième place. Donc, valeur retail, ça veut dire valeur des montres en magasin. Donc, il se peut que le chiffre d'affaires soit plus grand et que le chiffre de l'industrie soit plus grand. Et d'ailleurs, le profit de Omega a augmenté. Mais par contre, dans le gâteau complet, il y a quelqu'un qui a maintenant une plus grosse part que Omega en plus. Donc avant, il y avait juste Rolex. Maintenant, il y a également Cartier. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'on a eu cette semaine plusieurs sorties produits. Donc on a eu les Aquaterra, la Deep Sea. Enfin, je pense que si vous regardez cette chaîne, vous êtes assez au courant des diverses sorties qu'il y a eu. Et on peut dire que la critique a été assez mauvaise. Alors, on va passer de montre en montre, ou bien de critique potentielle à critique potentielle. Mais il faut savoir que les youtubeurs francophones ont encore été assez soft, mais dans les commentaires, ça déglingue à tout va. Il y a d'autres pays où ça déglingue aussi, l'Italie, les États-Unis. Donc ils se font vraiment attaquer pour ça. Donc qu'est-ce qu'on a comme montre? On a tout d'abord l'Ultra Deep, qui est, je trouve, très ressemblante, peut-être un peu trop ressemblante à une Deep Sea. Bon, ok, mais c'est quand même une montre un peu niche. On a également des Speedmaster 57. Là, ces Speed, franchement, elles sont superbes. Elles sont, je vais dire, plus fines, un peu plus courtes, je vais dire. Omega a vraiment écouté le marché. Puis ensuite, on arrive sur les constellations, mais ça, moi, moi ça ne m'intéresse pas, donc on n'en parle pas ici. Et puis, on a la Seamaster, qui est sortie en couleur verte. Et cette Seamaster, ma foi, voilà, la couleur verte, c'est un peu une couleur, basique, je veux dire, c'est la couleur bateau quand on fait des montres. D'abord, c'était le noir, puis il y a eu le bleu, puis c'est le vert, et bientôt ce sera, je sais pas, le mauve, le jaune, je ne sais pas exactement. Il y a eu le Tiffany aussi, évidemment. Donc là, j'ai un peu du mal à recevoir ce genre de critiques. Et puis, on arrive vraiment au nœud du problème, qui sont les Aquaterra. Donc, ces Aquaterra, elles sont sorties, il y en a 4-5 qui sont sorties, dans des couleurs aussi. Alors, les gens critiquent en se disant, ben voilà, Rolex a sorti les Oyster perpétuels, et quelques mois plus tard, ou un an plus tard, maintenant, donc cette semaine, Omega sort les Aquaterra dans des couleurs également. Et les gens pensent que le fait de s'acheter cet Aquaterra, ce ne sera qu'un hommage, ou bien ce sera que parce qu'on n'aura pas réussi à avoir l'Oyster perpétuel. Donc, premièrement, sur les couleurs, Rolex n'a pas l'apanage des couleurs. Rolex n'a pas le monopole des couleurs, ne possède pas ça uniquement. On a vu que Rado avait fait des très très belles choses, notamment un coffret avec des montres qui sont toutes plus blinquantes les unes que les autres, avec des couleurs vraiment très très vives. On voit également qu'on a Oris aussi qui fait des très belles choses au niveau de la couleur. Puis du reste, on voit que les Oyster perpétuels qui sont sortis l'année dernière, elles étaient dans des couleurs qui étaient, je veux dire, du jaune pétant, du vert, enfin des choses qui sont vraiment, vraiment, oui, je veux dire, assez pétant, assez vif. Ici, on est plutôt dans des couleurs pastel sur ces Aquaterra. Mais bref, ok, moi je peux encore bien entendre que voilà, c'est un peu le même genre de montre, c'est un peu le même genre de couleur. Je veux bien l'entendre, mais je trouve que spécification pour spécification, c'est pas tout à fait correct. Et je pense aussi que chez Omega, ils auraient été bien cons, ou ils seraient bien cons de se dire tiens, puisque les gens ne peuvent pas avoir des Rolex Oyster perpétuels de couleur, on n'a qu'à les faire et comme ça, on va les récupérer. Je dis, il serait bien con de penser ça parce que quand on va acheter une Rolex, on achète un statut social. C'est pratiquement pas de l'horlogerie en fait, c'est juste un statut social. Enfin, c'est déjà un statut social. Les gens vont chez Rolex, ils n'ont pas le modèle qu'ils veulent et donc ils repartent avec une Datejust. C'est la raison pour laquelle les Datejust sont encore le modèle le plus vendu actuellement. Mais donc pour moi, Rolex, c'est quasiment même plus de l'horlogerie, c'est vraiment
ouais, vraiment un accomplissement, un statut social. Et ça, c'est un peu la mission qu'ils ont faite et que je trouve superbe. Ils ont très bien réussi ça. Mais donc, aller se comparer une marque de montre avec une marque de statut social, voilà, j'espère qu'ils n'ont pas été assez cons pour ça. Par contre, là où ils ont été très cons, c'est au niveau du timing. Alors, comme je disais tout à l'heure, la couleur, c'est quelque chose qui n'est pas la propriété d'une marque. On est dans un monde où on a besoin de couleurs, où d'autres marques font de la couleur. On est dans un monde où pour se différencier, parce que voilà, les gens n'ont qu'un temps d'attention très court, et bien pour se différencier, la couleur est une solution aussi. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Omega sort ses montres après des années et des années, alors que la couleur, ça aurait pu être quelque chose qu'ils auraient pu activer et mettre en place beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, surtout sur un modèle comme l'Aquaterra, qui est un modèle quand même qui existe depuis, je vois des Aquaterra de 2006, mais je veux dire, voilà, on va dire au moins depuis 15 ans. Donc je pense que sur le timing, ça ne les aide pas. S'ils avaient sorti ça il y a 4-5 ans, on aurait peut-être crié au génie, mais voilà, donc ça démontre déjà que question prise de risque, Omega, c'est quand même pas leur fort, quoi. Donc après ça, on est toujours dans le timing et il y a un deuxième problème de timing qui est, on a eu des sorties montres qui concernent des produits et des besoins et des cibles différentes. Tout a été fait le même jour. Ça, c'est un truc qui me dépasse. Encore une fois, l'être humain a un temps d'attention assez limité. Donc un nouveau modèle, j'imagine que ça a dû être testé. J'imagine qu'il va être bientôt disponible dans les boutiques. Mais donc, pourquoi ne pas avoir espacé un peu ça? Pourquoi vouloir arroser tout le monde en une fois et faire tout pour tout le monde? Moi, c'est quelque chose aussi qui me dépasse. Je ne comprends pas. Et en cherchant bien, je peux imaginer quelque chose, c'est que Omega est un groupe, ou plutôt Omega fait partie d'un groupe, le Swatch Group, qui est coté en bourse. Et ce qui se passe avec les sociétés cotées en bourse, c'est qu'elles doivent faire du profit chaque année, et elles doivent en faire de plus en plus. Vous allez me dire, oui, mais ils ont fait énormément de profit avec l'année dernière, ils ont fait 30% de profit en plus, ou je ne sais pas combien, enfin, il faut voir sur le rapport, mais en gros, ça a été vraiment très très bien pour Omega. Mais voilà, ils ont la pression des financiers, ils ont la pression des actionnaires, tout le monde veut recevoir sa commission, son bonus, ses dividendes, et donc, d'après moi, le fait qu'ils soient cotés en bourse, eh bien, ça va avoir un effet un petit peu plus court-termiste, et à un moment donné, on voit qu'en face, il y a des gens qui ne savent pas acheter des oysters perpétuels turquoises, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tient les rênes là-bas qui s'est dit tant qu'à faire, autant faire nous aussi de la couleur, comme ça on va les récupérer. J'espère qu'ils n'ont pas pensé ça, mais le problème c'est que quand on est dominé par un impératif de revenu court-termiste et quand on a une vision, je veux dire, à court terme, et c'est ça aussi dont j'ai envie de discuter avec vous, c'est que moi leur mission long terme, Omega, je ne la vois pas, je ne la connais pas. Aujourd'hui, comme je disais, on a envie d'une Rolex, on va chez Rolex, on trouve une Datejust, même si ce n'était pas celle qu'on voulait acheter, on l'achète, mais Omega ne veut pas une Omega. Qu'est-ce que ça veut dire de porter une Omega? Qu'est-ce que ça signifie? On veut une Speedmaster, mais Omega, c'est pas une marque qui inspire, je trouve. Leurs réseaux sociaux, c'est un peu insipide. Leur sponsoring, je trouve ça pas top top. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur l'exploitation de la conquête spatiale qui était faite par d'autres marques du Swatch Group. Vous avez dit ce que vous en pensiez, vous n'étiez pas d'accord avec moi. Ok. Moi, je voudrais connaître la mission de Omega. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'ils essaient de faire pour moi, comment ils essayent de m'inspirer, qu'est-ce qu'ils ont à m'apporter moi, où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils apportent à ma communauté. Et ça, pour le moment, je dois dire, c'est beaucoup trop insipide. Ça sent la marque qui ne prend pas de risque. Et c'est pas de la faute de Jean chez Omega, je parie, à mon avis, ça se joue plus haut, ça se joue au niveau du Swatch Group. Donc, est-ce que vous voyez quelle est la mission de Omega? Parce que moi, je ne la vois pas. Ou alors peut-être, et ce sera la conclusion de cette vidéo, en fait, ce sont des très bonnes montres pour le prix. Mais d'après moi, Omega, ça va être plus que ça. Donc il faut qu'ils se poussent. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite. Ciao!